Bonjour à tous et bienvenue sur le Rhum Success Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, donc Clément, qui est coach et athlète international belge. Donc salut Clément, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut, bonjour tout le monde, c'est un honneur d'être ici, sur le podcast donc j'espère que ça va être chouette et bonne écoute. Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Là, ce que je te propose dans un 1er temps, bah, c'est de te présenter un petit peu à nos auditeurs ainsi que ton palmarès. Donc je me suis renseigné un petit peu sur toi et effectivement, bah, j'ai vu que tu étais assez connu, hein, en Belgique. Il me semble que tu as été 9 fois champion, international, en Belgique du 3000 steeple. Donc ça reste quand même des bonnes performances. Tu as eu, également une sélection, au championnat d'Europe aussi sur 3000 steeple et de nombreuses, performances. Donc je te laisse nous présenter un petit peu, brièvement ton palmarès. Ouais, c'est ça. Bah, là, je viens d'avoir 27 ans, donc je suis en stage ici au Kenya au Renix Athletic Center. Je pense que j'ai eu 7 ou 9 titres, de champion de Belgique, toutes catégories confondues, donc ça va de la catégorie, scolaire jusqu'à la catégorie senior et pas uniquement sur le steep, mais aussi sur plusieurs distances, donc 2000 steep, 10 000 m, 10 km, 3000 steep et cross D'accord. country. Et donc voilà, là, comme je l'ai dit, je viens d'avoir 27 ans, je suis dans la fleur de l'âge, comme on dit, et j'espère, battre mes chronos dans les années prochaines sur les différentes distances. D'accord, super. Oui, donc déjà un super palmarès pour ton âge et puis encore de bonnes choses à venir, j'ai aucun doute là-dessus. Heu Là, ce que je te propose maintenant, bah, c'est que tu reviennes un petit peu sur ton histoire, ton enfance, de manière un petit peu rapide, mais savoir ce qui t'a attiré dans la course à pied, pourquoi avoir commencé ce sport et comment tu es arrivé à un niveau, on va dire de pratique aussi intense. Là, justement, au moment où je te parle, bah, tu es en stage, au Kenya, donc ça on va dire que ça prouve, hein, ta détermination à réussir et à atteindre tes objectifs, puis tu te donnes vraiment les moyens. Donc comment tu es arrivé à avoir cette résilience et cette détermination dans la course à pied? Ouais, bah, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 8 ans. J'ai toujours fait, du sport, donc je faisais de la natation, du football, de l'athlétisme, et vu que j'avais un petit peu plus de facilité en course à pied, je me suis spécifié dans les courses, d'endurance, et c'est seulement à l'âge de 15 ans que je me suis, vraiment spécifié dans le demi-fond. C'est d'ailleurs mon grand frère qui m'a coaché pendant des années, donc ça fait, plus ou moins 12 ans que je suis avec mon frère. Là, on vient justement de mettre un terme à notre coaching, mais voilà, c'est pour des raisons personnelles, et bah, globalement, j'ai fait que progresser chaque année. Chaque année, je multiplie au moins 2 stages en altitude, voire 3 maximum 4, et voilà, donc c'est, un mode de vie. C'est pour ça que moi je baigne dans la course à pied, donc je ne saurais pas faire un autre travail que ça. Donc c'est pour ça que je me suis aussi spécifié vers le coaching, Oui. et c'est vraiment un milieu que j'adore, quoi, donc voilà. OK. Ouais, donc tu as plus ou moins toujours été baigné dans la course et t'expliquais que tu as repéré très jeune que tu avais plutôt des facilités sur le demi-fond et comment tu as repéré ça? Ça s'est fait, progressivement ou on a tout de suite repéré en toi un potentiel? Bah, en fait, vu que je faisais de l'athlé depuis que j'avais 8 ans, souvent je faisais plusieurs épreuves, donc ça s'appelait souvent, triathlon, parce qu'il y avait par exemple un lancer, un saut et une course, ou pentathlon avec 5 épreuves dans les catégories très jeunes, et en fait, j'étais assez nul dans toutes les épreuves, sauf, le 1000 mètres que je gagnais avec une avance énorme, donc c'était clairement mon point fort, et aussi, il y avait souvent des petits joggings dans la région quand j'avais moins de 12 ans. C'était, le jogging enfant, et j'en faisais énormément, au moins, 15-20 sur l'année dans toute, la province de Liège, et c'est aussi des courses que j'ai gagnées la plupart du temps, donc ça m'a vraiment donné cette envie, cette soif de victoire, et petit à petit, ça fait que, bah, j'adorais la compétition et je voulais toujours, essayer de me surpasser et de gagner, quoi. OK, 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 je vois, ouais. Et du coup, tu expliquais que ton grand frère t'a accompagné, pendant très longtemps dans ta programmation de l'entraînement. Est-ce que ça s'est fait dès le début? Ou est-ce que tu as connu des débuts avec un coach dans un club, assez conventionnel au niveau de la programmation du plan? Bah, en fait, je suis dans le club de Herve depuis des années.
C'est juste que là, cette année, il y a eu un petit changement, j'ai changé de club, j'ai changé de coach, donc voilà. Mais sinon, ça fait, depuis que j'ai 15 ans que mon grand frère, qui a 9 ans de plus que moi, m'a accompagné. C'est vraiment lui qui m'a fait passer d'un jeune coureur, de bon niveau à un coureur, du top belge. Donc c'est vraiment lui qui m'a donné cette, comment dire? Toute cette théorie sur l'entraînement et toute la pratique et qui a élevé mon niveau. D'accord, OK. Parce que du coup, ton grand frère est lui-même athlète, j'imagine? Non, pas vraiment, il est plus dans le coaching, mais il a fait, les études là-dedans. Il est vraiment, passionné par la course à pied et la physiologie de l'effort et donc il D'accord. m'a beaucoup, beaucoup appris, que ce soit sur le terrain, que ce soit, au niveau mental, que ce soit au niveau de la pratique, de la théorie, enfin tout par rapport à la course à pied. OK, ouais, c'est super intéressant. Justement, là, on va s'intéresser maintenant un peu plus particulièrement, à ta philosophie de l'entraînement. Justement, comment elle a évolué et sur quel axe, d'amélioration, vous étiez plutôt avec ton grand frère? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui fait beaucoup de volume, beaucoup d'intensité? Comment, voilà, quel axe tu donnes à chaque fois à ta planification de l'entraînement et est-ce que tu as changé des choses pour arriver à ce niveau-là? Bah, j'ai toujours, misé beaucoup sur le volume. Maintenant, il faut différencier volume, total et volume, en course à pied. Bien Il y a sûr. des gens qui prêtent, je pense, trop d'importance à la course à pied, même si, OK, on est des coureurs, mais si on fait, 200 bornes par semaine à pied, ça peut être tout aussi intéressant de faire, par exemple, 120 à pied et combler tout le reste avec du vélo, de l'elliptique, que ce soit même de l'aquad jogging ou autre. Parce que du volume, ça reste du volume, même si c'est pas du volume spécifique. Et du coup, moi, j'ai beaucoup fait de volume tout au long de ma carrière, même si elle est pas terminée, mais je suis monté souvent à 100-170 kilomètres, par exemple. Et après les années, je me suis quand même rendu compte que ça laisse beaucoup de fatigue. Oui. Donc c'est pour ça que maintenant, j'essaie d'un petit peu plus adapter en mettant, par exemple, moins de volume à pied, mais plus de volume autre. Donc ça peut être elliptique, vélo de spinning et aussi j'accorde plus d'importance au renforcement musculaire. OK, super intéressant. Donc tu es un adepte plutôt des sports croisés. Tu n'es pas, on va dire uniquement sur de la course à pied et en fait, comment tu agences actuellement ton entraînement en pourcentage? Et est-ce que c'est que de la récupération active que tu vas faire sur le vélo ou alors tu vas vraiment aller chercher des adaptations, cardiaques et physiologiques précises, autres que sur des séances de course à pied? Non, principalement, c'est de la basse intensité quand je veux faire du spinning ou de l'elliptique. C'est OK. vraiment pour récupérer sans avoir de choc et sans avoir de traumatisme musculaire entre les séances. Mmh. Et alors, toutes les séances, c'est peut-être 3-4 fois sur la semaine, mais ça va être D'accord. généralement du seuil, donc on contrôle vraiment les intensités. Pour donner un exemple, bah, le lundi, je peux faire du seuil facile où je prends mon lactate, je dois être en dessous de 2 millimoles pour vraiment être en aisance. Le mardi, une séance. Le jeudi, une séance, mais un peu plus, typée longue, allure semi-marathon, voire 10 kilomètres. Et alors le samedi, peut-être une autre séance un peu plus rapide. Et alors le dimanche, bah, en fonction du kilométrage que je dois faire sur la semaine, soit un footing, soit un long run un peu plus modéré. Ouais, donc tu es vraiment un partisan de l'entraînement en contrôle, à dominante aérobie et tu fais pas de très grosses séances de VMA brut où tu vas vraiment finir, lessivé. J'imagine que tu capitalises plus sur, ton volume aérobie, c'est bien ça? C'est ça. Des grosses séances VMA, je t'avoue que j'en fais, presque jamais sur l'année. Donc tu m'expliquais que tu avais plutôt une approche, orientée, aux alentours du seuil aérobie en contrôle, plutôt sur, une capitalisation du volume plus que sur, vraiment une intensité max où tu vas chercher de la VMA et qu'est-ce qui t'a donné, envie de pratiquer ce type de méthode? Est-ce que c'est un petit peu avec l'explosion de la méthode norvégienne, la méthode nord-américaine, le contenu que tu as pu voir par rapport à tout ça, les réussites de certains athlètes? Ou alors c'était une volonté personnelle avec ton grand frère de partir là-dessus? En fait, c'est un petit peu un mix de tout, donc c'est, bah, l'arrivée de la méthode d'entraînement norvégienne comme beaucoup de monde, toute la documentation que mon frère a lue et du coup, bah, il a un petit peu essayé sur, ses athlètes et voilà, au fur et à mesure des années, il a fait, je pense, sa propre méthodologie d'entraînement qui était un petit peu un mix, de tout ça et voilà, je suis passé aussi par le double seuil. J'ai stoppé parce que ça engendre beaucoup de fatigue, ça prend beaucoup de temps et cetera. Donc je suis pas convaincu que c'est vraiment plus intéressant
Et voilà, maintenant au final, on a un petit peu notre méthodologie. OK. Et selon toi, quels sont les avantages de ce type de méthode plutôt qu'une méthode, on va dire, un peu plus, française où on va vraiment aller chercher dans des intensités, lactiques? Quel est l'avantage, selon toi d'une telle méthode dans ta progression à long terme? Bon, en fait, c'est beaucoup plus conservateur, donc c'est-à-dire que sur une semaine, imaginons qu'on prend, une vieille méthode, d'entraînement un peu à la française avec beaucoup de VMA, ça va engendrer beaucoup de fatigue, donc beaucoup plus de temps au niveau de la récupération. Tandis que si on fait des contrôles, si on fait des séances, pardon, en contrôle, bah là, ça va engendrer moins de fatigue, donc on va pouvoir mieux enchaîner les séances sur la semaine et à la place de faire peut-être, 2 ou 3 séances très intenses, on peut en faire, 3-4 voire, 4,5 quoi. Donc c'est plus intéressant sur du long terme parce que ça engendre moins de fatigue, ça peut faire plus de volume, plus développer les seuils et je pense que la progression, elle est décuplée grâce à cette méthodologie-là. OK, 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 super. Et du coup, tu as plus ou moins toujours pratiqué cette méthode ou tu avais testé avant, peut-être, une méthode un peu plus axée sur de l'intensité? Bon, on a toujours été sur la basse intensité, les séances en contrôle et beaucoup de volume, donc j'ai jamais fait des semaines à 80 kilomètres avec, des énormes, séances, par exemple, des séances P15 ou des séances P5000, comme on entend beaucoup, en France. Et je crois qu'on a bien fait parce que l'air de rien, si on regarde mes chronos, chaque année, ils progressaient. Que globalement, c'était plus ou moins une bonne méthode qui me convenait bien, en tout cas. OK, OK, OK. Et du coup, pour travailler ta pointe de vitesse, pure, est-ce que tu fais, quand même des séances, vraiment très qualitatives de sprints très courts, du travail de pied, de la mobilité de hanche, des choses comme ça, pour vraiment travailler ta pointe de vitesse? Ouais, ça, c'est une bonne question. En fait, il faut pas négliger non plus la vitesse, donc j'en fais au moins une fois par semaine. Donc Mmh. ça peut être, par exemple, 6 fois 100 mètres, dans les 12 secondes, donc c'est-à-dire pas loin de 100 pour moi, parce que je pourrais pas faire un 100 mètres en 11 secondes. Ou alors ça peut être, des efforts d'une dizaine de secondes en côte, vraiment à intensité maximale, avec une récupération plutôt longue. Et alors ce qui va aussi permettre de développer la puissance, c'est beaucoup la musculation. Donc là, depuis, un certain moment, j'essaie de faire des charges assez lourdes, en salle. Donc par exemple, des squats aux alentours de 100 kilos. Je peux faire aussi des exercices dynamiques qui vont augmenter, mon dynamisme. Beaucoup de travail de pied, donc ça passe par les éducatifs, avant les séances et cetera. Et voilà, en termes de vitesse, j'en fais pas beaucoup, mais il faut pas la négliger, sinon on peut la perdre petit à petit. OK, OK, OK. Ouais, donc tu restes sur des intervalles très, très courts, très qualitatifs, mais là où le lactate n'a peut-être pas le temps de vraiment monter, j'imagine, tu prends vraiment des récup longues, entre les séries? C'est ça, ouais. Maintenant si, par exemple, j'ai une course plus courte à préparer comme un 1500 mètres ou un 3000 mètres, voilà, je vais mettre en place des séances, plus spécifiques, à allure course, voire plus rapide, où là, évidemment, il y aura une accumulation de lactate et c'est dans le but de préparer la course. Mais imaginons que là, je suis en plein hiver, je vais faire des séances, plutôt longues, axées sur le 10 kilomètres. Ah, ça n'a pas trop d'intérêt de faire, 10 fois 200, à bloc, quoi. OK. Bah, justement, ça me renvoie à cette question. J'allais te parler justement, ouais, de la planification de tes saisons, de ton entraînement. Donc en phase de préparation un peu générale, développement aérobie et préparation spécifique, combien de temps tu alloues à ces 2 blocs? Bah, c'est une bonne question parce qu'il y en a qui font beaucoup de spécifiques tout au long de l'année, j'ai l'impression. Oui. Et comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu jouer avec le fil du rasoir. Donc il y a une période de préparation où on va faire beaucoup de travail foncier, donc par exemple avant la saison. Et puis plus on arrive près des courses, bah, plus on va augmenter les allures, diminuer le volume pour augmenter la fraîcheur, faire du jus comme on dit. Et il faut bien cibler ses courses. Donc il y a des gens en fait qui veulent performer à chaque course, or c'est impossible. Donc imaginons que sur, 6 mois, on va faire, 7 courses. Il faut peut-être identifier 2 ou 3 objectifs principaux et les autres, ça va être simplement des points de repère sur lesquels on va s'entraîner et avoir une idée de son niveau actuel pour, la course qui va arriver plus tard. OK. Et du coup, toi, tu fonctionnes comment globalement en nombre de courses, sur ton année et dans leur répartition entre, par exemple, du 1500 mètres et du 10 kilomètres? Ouais, ça c'est difficile, à répondre, mais l'été, quoi qu'il arrive, ça va être plutôt de la piste. Donc généralement, je fais du 3000 steeple.
5000 et un petit peu de 1500 pour travailler la vitesse. Et alors, dès que la saison de piste est terminée, ben, soit je vais repartir sur une saison, de route, donc 5-10 kilomètres sur route, voire semi-marathon. Sachant que vraiment j'en ai fait que 2 dans ma vie, donc c'est quand même des courses qui prennent plus de préparation qu'à 10 kilomètres, donc faut pas en faire de trop. Et alors, bah, logiquement l'hiver comme, tous les athlètes, on va plus faire du cross, parce que moi j'ai pas trop fait d'indoor dans ma vie. Et alors une fois que la saison de cross est terminée, on va repartir sur quelques routes sur route, quelques courses sur route, pardon. Et puis, on prépare la saison, de piste. OK. Et toi, vraiment, maintenant, tes courses objectifs, là où tu vas être le plus performant, ça va être plutôt toujours sur le 3000 steeple, le 1500 ou ta volonté d'allonger un petit peu la distance? En fait, vu que cet été, j'ai eu beaucoup de complications au niveau du tendon d'Achille, suite à une fissure au tendon d'Achille. Je pense que ça a été en grande partie à cause du 3000 steep, parce qu'il y a beaucoup de chocs sur une course. Donc là, je me suis reconstruit vraiment progressivement, c'était vraiment difficile. Là, je vais me focus sur le 10 kilomètres route, début de saison 2025, où je vais essayer vraiment de faire les plus belles perfs possibles. Et puis alors, quand la saison de piste va arriver, je verrai bien si mon corps peut encaisser les chocs sur le steep ou si alors je me mets plus sur le 5000 mètres, par exemple. D'accord. Et ça fait longtemps que tu es embêté avec ce tendon d'Achille? Comment c'est arrivé exactement? Bah, en fait, ça a commencé en octobre 2023. J'ai commencé un stage, à Saint-Moritz et là, 1er jour de stage, il y a rien de particulier, mais j'ai commencé à avoir mal. Du coup, pendant une très longue période, j'ai eu mal jusqu'au championnat d'Europe en juin 2024 où j'étais sélectionné, sur le 3000 steeple à Rome, donc je pouvais pas refuser une sélection. J'ai couru la course et malheureusement, j'ai dû m'arrêter tellement que le niveau de douleur était élevé. Donc c'était très, très frustrant. J'ai fini la course, couché sur le côté, de mes concurrents alors que je les voyais passer et terminer la course. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Ouais, je vois, je vois. Et j'imagine que du coup, tu as pris un petit peu de recul par rapport à tout ça et tu as essayé de trouver un peu quelle aurait pu être, la source, l'élément déclencheur de tout ça. Tu as peut-être fait du renforcement spécifique derrière? En fait, l'élément déclencheur, je l'ai pas vraiment trouvé. Il y a rien de particulier qui aurait pu déclencher ça. La seule chose, comme je l'ai dit, qui peut faire que le niveau d'inflammation, il faisait qu'augmenter progressivement, c'est que je continuais le steep. Or, je pense que si je faisais pas de steep, donc si je me concentrais sur les courses, plates, le niveau d'inflammation, il allait pas augmenter. Il aurait soit stabilisé, soit baissé. Et vu que j'étais sélectionné pour les Europes, j'étais un peu obligé de travailler les haies, faire des courses, sur steep et cetera. Et en fait, à chaque fois que je faisais des haies ou des courses en steep, bah, le niveau d'inflammation à mon tendon d'Achille, il faisait qu'augmenter. Et un jour, bah, voilà, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et malheureusement, ça n'a pas tenu. OK. Ouais, donc là, tu es vraiment sur une volonté de protéger ton tendon en travaillant plutôt sur la route. Ouais, c'est ça. Là, pour le moment, je touche du bois, ça va très bien depuis que j'ai repris. Je dois être entre ma 15e et 20e semaine de reprise parce que j'ai quand même fait 2 mois sans course à pied, ce qui est la plus longue période sans course à pied de toute ma vie, je pense. Et globalement, là, ça va très bien, donc je suis vraiment satisfait. OK. Et justement, pendant cette période, d'absence, qu'est-ce que tu as mis en place? Tu as continué peut-être à faire du vélo, du renforcement spécifique? Tu as été suivi peut-être par des préparateurs physiques, des kinés pour lutter contre cette tendinite? Moi, c'est ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de renforts au niveau des mollets et des solaires. Donc presque tous les jours au début et petit à petit, j'ai un petit peu diminué. J'allais chez le kiné, bah, presque 2 fois par semaine, toutes les semaines et alors j'ai fait beaucoup, beaucoup d'alternatives, donc énormément de vélo, de l'elliptique, un petit peu de natation de temps en temps et voilà, j'ai même fait un stage, à Font-Romeu où j'étais presque axé sur le vélo, donc pendant cette période-là, j'ai cru que j'étais un cycliste et je crois que cette période-là, elle m'a permis de garder la forme, en fait, garder un bon volume aérobie pour que quand je revienne dans la course à pied, j'aille pas à un niveau, très, très bas. OK, super. Et bah, du coup, maintenant, ce que je te propose, c'est de nous parler un peu plus de ton entraînement actuel au Kenya, nous parler un peu plus des spécificités de ce camp d'entraînement et hem et où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver, par la suite sur tes prochains objectifs? Ouais, bah, ici au Kenya, donc c'était, vers ma 15e semaine de reprise comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc quand j'ai débuté mon stage au Kenya, j'étais pas encore monté au-dessus des 100 kilomètres par semaine
Alors qu'avant, j'étais facilement à 160, 170. Donc là, j'ai réussi à monter à 110, puis 115 la deuxième semaine et cette semaine, je vais faire 120, sachant que j'ai entre 3 et 4 heures de vélo ou spinning, elliptique à côté en plus et au moins 2 heures de renfo. Donc globalement, c'est quand même des grosses semaines parce que je m'entraîne entre 13 et 14 fois sur la semaine et je sais pas ce que je peux dire de plus par rapport à ça. Là ensuite, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est la façon dont tu as géré, l'altitude et savoir si jamais ça t'a vraiment impacté ou si tu avais plus ou moins l'habitude, j'imagine peut-être tes stages, d'entraînement, ultérieurs? Enfin, Mais en fait, c'est la troisième fois que je viens ici au Kenya et on sait très bien que vu que l'altitude est très élevée, encore plus élevée qu'à Foront-Meux et à d'autres endroits, il faut être très prudent sur les premiers jours. Donc pour moi, généralement, l'acclimatation, elle durait plus ou moins 6 7 jours. Maintenant, la particularité de cette année, c'est que j'ai fait 4 semaines en tente hypoxique avant de me rendre au Kenya. ah En fait, oui, je dormais dans une tente, à plus ou moins 2 000 mètres d'altitude et ça m'a beaucoup aidé, je pense, au niveau de l'acclimatation. OK, OK et c'est la première fois que tu mets, ce travail hypoxique en place? Ouais, c'est la première fois, c'est, ma ligue, d'athlétisme, donc la LBFA, qui m'a prêté une tente et bah, c'était vraiment top. Ça m'a permis d'accélérer l'acclimatation ici au Kenya et du coup, j'ai déjà fait ma séance, je pense, après, 4 jours. Première séance après 4 jours, c'est une chose que je ne faisais jamais avant et là, vu que je me sentais déjà prêt, en fait, bah, j'ai pas hésité. OK. Et au niveau de ta méthode d'entraînement et de tes allures par rapport à l'entraînement en plaine, qu'est-ce que tu vas changer concrètement? Bah, globalement, c'est plus ou moins 10 secondes au kilomètre qu'on peut enlever. OK. Il y a des gens qui s'en rendent pas compte et qui s'obstinent à garder les mêmes allures, mais ça n'a pas trop de sens. Pour donner une idée, j'ai fait hier une séance de 15 fois 400, on tournait entre une 27 et une 26. Je crois qu'en Belgique, ça valait peut-être, une 21, une 22. Donc si on allonge sur 1 kilomètre, ça vaut peut-être, une dizaine de secondes au kilomètre. Ah oui, d'accord, ouais. Ah ouais, ça c'est vrai que c'est important de le souligner parce que c'est une erreur qui est vraiment trop souvent commise. On essaye de garder ces allures, qu'on tient en plaine, en altitude et là, bah, il y a vraiment une fatigue qui vient s'installer et justement ma question c'est comment tu gères ta fatigue? Par quelles variables tu la prends en compte? Est-ce que tu prends ta VFC? Est-ce que tu t'entraînes plutôt au lactate, à la fréquence cardiaque? Est-ce que tu fais des cycles en fait, d'assimilation, des semaines d'assimilation? Comment tu gères un petit peu ta récup ici au Kenya? Ouais, bah, au niveau de l'assimilation, je vais la faire en rentrant en Belgique parce que là, je profitais vraiment de ce gros bloc d'entraînement pour, bah, m'entraîner. Donc l'assimilation, je la ferai, ma dernière semaine de décembre et alors au niveau de la récupération, bah, c'est, par exemple, massage. Donc je vais 2 fois par semaine chez un masseur kényan qui me masse, plus ou moins 1 heure. Je vais faire aussi de la pressothérapie, donc plus ou moins 2 fois sur la semaine, voire 3 fois. Je vais m'étirer, je vais, contrôler beaucoup de séances, bah, par exemple avec le lactate, aussi, grâce aux pulsations cardiaques. Donc si par exemple je fais un footing de récupération, que ce soit, 10, 12 ou 15, 16 kilomètres, heu, si je sais que la journée elle est dédiée à récupérer, je vais regarder mes pulsations et je sais que je ne dois pas dépasser 130 BPM. Mmh. Donc voilà, ça c'est un chiffre personnel évidemment, ça dépend de chacun. Oui, ça représente, à peu près 65 de ta FCM à peu près, Ça je sais pas calculer, mais en gros ma FC max, c'est 174. Oui, OK. Ouais, donc tu étais vraiment sur une zone d'endurance fondamentale sur laquelle tu es capable de parler en courant, de pas ressentir du tout d'essoufflement, quoi. C'est ça. Et alors, par exemple, bah, les séances au seuil, je vais essayer de rester aux alentours de 2 millimoles. Et alors les autres séances plus intenses, je vais pas prendre le lactate parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais je vais plutôt écouter mes sensations. Je dois pas dépasser on va dire le 9 sur 10 de RPE. OK, très bien. Et est-ce que tu prends ta variabilité de fréquence cardiaque, ou pas forcément? En fait, je l'ai sur ma montre Coros, mais je suis pas convaincu que ce soit vraiment fiable parce que d'un jour à l'autre, elle varie énormément. Donc ce que je regarde plus, c'est mon temps total de sommeil et j'essaye d'être au-dessus de 8 heures sur la nuit parce que je suis pas un énorme, dormeur. OK, OK, OK. Et justement, bah, j'utilise aussi la montre, Coros et ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut diviser notre sommeil en plusieurs phases
Et est-ce que tu t'intéresses un petit peu justement à la qualité de ton sommeil, notamment le sommeil profond? Est-ce que tu te fixes une certaine durée de sommeil profond par nuit? En fait, pareil, je sais pas si c'est vraiment fiable parce que quand je regarde mon sommeil profond le matin, je suis qu'à 1 heure et demie sur la nuit, et ça dépend un petit peu de chacun, donc je sais pas vraiment si je peux m'y fier à 100%. Mmh, OK. Bah, je sais que d'expérience à peu près, tu vois, la moyenne, c'est aux alentours d'une heure, hein. 50 minutes, une heure, c'est déjà pas trop mal pour le la moyenne. Bon, le Français moyen dort assez mal, hein, mais pour un sportif, ouais, 1 heure et demie, 2 heures. Quand tu es au-dessus des 2 heures sur, la montre Coros, ça commence vraiment à être intéressant. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand tu arrives à dépasser régulièrement, les 2 heures, c'est vraiment des bonnes nuits, quoi. OK, bah, je crois que ça m'est jamais arrivé, c'est souvent 1 heure, 1 heure et demie. OK, OK, OK. Mais bon, après, chacun est différent, puis c'est pas quelque chose qui doit t'empêcher justement d'enchaîner les semaines puisque ton corps est habitué à ce type de sommeil, quoi. C'est ça. OK, super. Bah, là, ce que je te propose, c'est maintenant de nous reparler un petit peu plus en détail de ta méthode de préparation physique aussi. Donc tu m'expliquais que tu travailles quand même en force. Et qu'est-ce que tu fais concrètement? Et au bout de combien de temps tu vas diminuer ton travail en force avant les épreuves? Ouais, bah, en fait, je fais, beaucoup, beaucoup de gainage, donc automatiquement, je vais commencer une séance de renfort par, une quinzaine, voire 20 minutes, de gainage, de stabilisation et cetera. Ensuite, je vais partir sur des exos bien ciblés, donc par exemple, squat, ça peut être, deadlift et cetera, avec des charges assez lourdes. Mmh. Et alors, quand l'objectif se rapproche, si c'est un objectif, important, à la place de faire 2 muscu la semaine, je vais en faire qu'1 pour qu'il y ait moins de fatigue musculaire et alors cette séance-là, elle sera plus légère et plus dynamique. OK, super, super intéressant. C'est vrai que là, il y a beaucoup de débats, hein, par rapport à ça, sur combien de temps faut-il arrêter, la force pour, l'impact du système nerveux avant une épreuve, tout en gardant les gains de la musculation? Ça, j'avoue que c'est une question, moi, que je travaille pas mal, mais ouais, j'ai un peu le même mode, on va dire, de raisonnement que toi, c'est-à-dire, plus l'épreuve va arriver, bah, plus on va s'orienter vers des exercices pliométriques, des exercices dynamiques, mais on va, diviser la charge sur le nerveux. Donc si tu pouvais nous donner grosso modo une durée à laquelle tu vas complètement arrêter de mettre du poids et de la contrainte sur ton système nerveux, ce serait plus 10 jours, 15 jours, 8 jours? Juste la semaine avant la course, OK. voire 10 jours avant, mais pas plus de 15 jours avant. OK, super. OK. Et la muscu, tu en as toujours, plus ou moins fait ou c'est quelque chose que tu as rajouté au fur et à mesure? En fait, pendant de nombreuses années, j'ai juste fait 1 voire 2 séances de TRX par semaine, donc c'était, musculation au poids du corps avec, Oui, donc TRX, il me je semble. suppose Mmh. que voilà, c'est ça. Et bah, ça m'a un petit peu, fatigué à force de faire toujours la même séance pendant des années. C'était Oui. très, très redondant. Donc un jour, j'en ai eu un peu marre, j'ai pris en charge, bah, le renforcement moi-même de mon côté et globalement, ça a porté ses fruits parce que, bah, voilà, il y a pas trop de blessures, le corps est assez, renforcé, en équilibre et ça se passait plutôt bien. OK, et c'est pas quelque chose qui t'a perturbé, pour l'enchaînement des séances de qualité avec la casse musculaire que ça peut occasionner? Parce que souvent, je le dis parce que c'est l'un des freins même de très bons sportifs, hein, même parfois de haut niveau, qui osent pas forcément se mettre à la force parce qu'ils ont peur, des courbatures que ça peut générer. De la muscu de façon irrégulière, donc par exemple, 2 fois par mois. Automatiquement après je crois qu'on va être complètement cassé et du coup on sera pas prêt pour les séances spécifiques qui arrivent le lendemain ou le surlendemain. Mmh mh. Or, là moi pour donner un exemple, bah, je fais de la muscu 2 voire 3 fois semaine. C'est pas spécialement long mais voilà, ça reste de la muscu. Bah, le lendemain je sens rien en fait, j'ai pas, de courbatures, je suis pas trop tendu sauf exceptionnellement quand je fais un exercice qui demande plus, de force ou quoi. Mais globalement, là, vu que je le fais chaque semaine et que mon corps s'habitue, bah, j'ai plus spécialement de contractures, ou de courbatures le lendemain. OK. Ouais, ouais, donc c'est vraiment une question d'habitude, faut le mettre dans une routine et surtout, bah, ce qui effraie souvent, c'est avoir le temps de le mettre en place, pas le faire trop près des compétitions cibles aussi, quoi. C'est ça. Et puis, bah, en fait, il faut trouver le bon moment aussi pour le faire et il faut surtout bien récupérer après.
Donc par exemple, moi, à chaque fois que je fais une séance de muscu, c'est la veille de ma séance. C'est même moins de 24 heures après parce que souvent je fais ma séance de muscu le soir et le lendemain matin, la séance. Mmh. Et en fait, bah, ça permet d'être un peu plus dynamique, d'être plus puissant sur sa foulée. Et ce qu'il faut après la muscu, c'est bien récupérer, donc prendre tout ce qui est protéines et si possible, bah, bien dormir. Donc je pense que c'est mieux de faire muscu le soir, comme ça on récupère directement après. Tandis que si on le fait le matin et puis qu'on doit courir le reste de la journée, bah, ça peut engendrer un peu plus de fatigue. Enfin, c'est mon avis. OK, super intéressant. Bah, écoute, tu fais la transition parfaite puisque je voulais maintenant qu'on parle un petit peu, de ta nutrition justement. Est-ce que tu prends des compléments alimentaires, notamment ici au Kenya, ou dans la vie de tous les jours? Et comment tu t'alimentes, au quotidien et avant les épreuves? Ouais, mais j'ai la chance d'être, suivi par, Ethics, enfin d'être, Mmh. supporté, on va dire, par Ethics. Donc c'est, la meilleure marque de nutrition en Belgique. Donc au niveau des suppléments, enfin des compléments alimentaires, je prends, beaucoup quand même de compléments. Donc ça peut être du fer, des oméga 3, du multivitamine, et alors je vais prendre toujours une boisson isotonique pendant les séances, Mmh. recovery shake après les grosses séances et alors par exemple une barre protéinée, après les séances de muscu ou alors, de la whey et cetera pour bien récupérer au niveau musculaire. Mais en termes de nutrition, j'ai vraiment tout ce qu'il faut parce que, bah, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'être aidé par Ethics. OK, super. Et au quotidien, comment tu t'alimentes grosso modo? Quel type d'aliments tu vas privilégier pendant ta préparation? Bah, j'essaie de manger le plus naturellement possible, donc aucun produit transformé, enfin c'est difficile d'en manger aucun de nos jours, mais tout ce qui est fast-food et cetera, j'en mange très, très, très rarement. Et alors, par exemple, après une course, bah, là, je vais me faire plaisir de temps en temps, mais c'est vraiment occasionnel. Et sinon, bah, voilà, en termes de nutrition, je vais manger assez simplement. Ça peut être, beaucoup de fruits, du pain fait maison, des céréales, mais c'est une alimentation assez simple au final, mais en grande quantité par contre. Oui, oui, c'est ça. Tu consommes beaucoup, beaucoup de glucides pour bien récupérer, j'imagine, entre les séances, quoi. C'est ça, beaucoup, beaucoup de glucides et boire beaucoup d'eau aussi parce qu'on l'oublie. Je pense que je tourne aux alentours de 3 litres par jour, mais c'est très important parce que c'est ce qui permet de filtrer, tout ce qu'on a de mauvais un petit peu en soi. Donc faut pas négliger aussi l'hydratation. OK, génial. Bah, écoute, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur l'aspect vraiment, entraînement pur et dur. Est-ce que tu as d'autres choses justement à rajouter, d'autres conseils à donner, des choses qui te viendraient par rapport à l'entraînement, la récup, la préparation physique ou? On va juste, rappeler à certaines personnes que vaut mieux faire, 20 semaines d'entraînement régulières avec un beau volume, c'est de faire, 2 petites semaines, une énorme semaine, 2 petites semaines, une énorme semaine. Parce que la régularité, l'emporte sur tout. Donc c'est comme on dit, en anglais consistency, pardon, je vais le refaire. C'est comme on dit en anglais je vais y arriver. Comme on dit en anglais, bah, consistency is key. Donc la consistance, c'est la clé, quoi. Bah, écoute, tu fais bien de le rappeler. C'est quelque chose que je rabâche très, très, très souvent. Moi, je parle de constance, c'est à peu près pareil, hein. Pour moi, le facteur numéro un de progression en course à pied, c'est, la constance du volume d'entraînement tout au long de l'année et tu l'as très, très bien dit, hein. Le fait de faire des gros pics d'intensité et ensuite de plus courir, parce qu'on est blessé, bah, ça va pas apporter grand-chose, hein. L'idée, c'est vraiment de monter en charge très progressivement et de rester, assez haut. Donc justement, c'est une question que j'ai oublié de te poser. De quel pourcentage vont différer tes semaines d'entraînement? Est-ce que tu vas rester très, très régulier? Par exemple, tu vas faire, 130, 130, 130, 130, 140, vraiment des trucs très, très réguliers où tu vas monter en charge? Ou tu vas avoir des quand même certaines fluctuations d'entraînement? Donc là, je te parle plus en prépa générale, hein. J'imagine qu'en prépa spécifique, bon, bah, on va pas l'aborder ici, mais il y a toute la phase d'affûtage et cetera. Mais, tout au long de l'année, est-ce que ton objectif, c'est de rester très, très régulier sur un volume hebdo ou tu peux quand même te permettre d'avoir de certaines différences, notables dans ton volume? En fait, je fais jamais des semaines, régulières. Il y a toujours une progressivité. Mmh. Donc imaginons que je vais démarrer un cycle de 5 semaines d'entraînement. Je vais peut-être faire 100, 105, 110, 115, 120, quelque chose comme ça. Et puis alors, il faut souvent 1 ou 2 semaines d'assimilation. Je vais jamais faire 10 grosses semaines d'entraînement parce que ça engendre beaucoup trop de fatigue et c'est pas très intéressant.
Donc ça va toujours être progressif avec, une période d'assimilation, puis après on repart sur un autre cycle pour essayer d'avoir une surcompensation et d'augmenter, le potentiel petit à petit. OK, super. Parce que c'est vrai que je vois de plus en plus de coureurs, même d'un bon niveau, qui font vraiment des semaines très, très régulières, mais toujours en contrôle et voilà, je me posais un peu la question, c'est vrai, de cet intérêt, puisque moi, personnellement, c'est pas quelque chose non plus que je préconise, mais je sais que j'ai vu quelques très bons athlètes, bah, rester entre 120 et 140 tout le temps, tout le temps, tout le temps et uniquement abaisser un peu le volume et faire du spécifique avant les compétitions, quoi. Ouais, je crois que c'est aussi une bonne méthode. Maintenant, ça dépend un petit peu des habitudes, de chacun. Moi, j'aime bien augmenter progressivement, comme ça le corps, il s'y habitue, il a le temps d'être prêt à ce qui va arriver et alors à la fin, quand on est vraiment à la fin du gros bloc d'entraînement, diminuer l'intensité, enfin diminuer le volume, pardon, pour augmenter l'intensité et avoir un peu plus, de fraîcheur. OK, super. Bah, écoute, maintenant, on va s'intéresser un petit peu justement à ta vision du coaching. Ça va être intéressant que, bah, tu nous présentes un petit peu ce que tu fais, comment ça se passe, concrètement, si on veut travailler avec toi dans ta méthode. Ouais, bah, en fait, j'ai la chance de travailler avec Runwise. Donc, Mmh. en France, je crois qu'il y a pas besoin de présenter la société. Donc, c'est Maxime Lopez le créateur de Runwise. C'est vraiment une super société où il y a beaucoup de coachs, et je coach aussi de mon côté avec ma société, de coaching. Mmh. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, bah, voilà, moi, je suis prêt à accompagner n'importe quel athlète qui a pour objectif de progresser et d'être, bien régulier à l'entraînement et quelqu'un qui est déterminé. Donc, voilà, j'accompagne des gens qui sont vraiment sérieux dans ce qu'ils font, qui ont une envie de progresser et qui ont soif de battre leur record personnel, on va dire. OK, super. Et justement, quel conseil tu pourrais donner, toi, aux coureurs, on va dire, un peu plus amateurs et débutants qui souhaiteraient vraiment se structurer, se lancer, mais qui ne sauraient pas trop par où commencer? Si tu pouvais retenir 5 points clés, j'aime bien poser cette question-là au coach, donc on a parlé de la constance, hein, mais si tu pouvais nous citer 5 points clés, pour bien débuter la course à pied, qu'est-ce que tu pourrais, nous dire? Bah, d'abord, le plus important, c'est d'y aller progressivement. Donc, imaginons que vous courez presque pas, bah, démarrer à 10 kilomètres par semaine et puis la semaine d'après, peut-être, 12 kilomètres par semaine, la semaine d'après, peut-être 15. Pour vraiment pas choquer l'organisme, il faut que le corps il soit prêt à ce qu'il va devoir encaisser, par la suite. Deuxièmement, bah, pas mettre trop d'intensité parce que ça a pas vraiment d'importance. Le plus important, c'est vraiment de rester, constant au niveau des entraînements et pouvoir faire les entraînements qui suivent. Parce que si on met un jour trop d'intensité et qu'on peut pas faire la séance 2 jours après, bah, voilà, ça va poser des problèmes. Troisièmement, essayer de varier les stimuli. Donc ça veut Mmh. dire pas faire que de la même intensité. Ça peut être faire, une séance plus rapide, une séance plus longue et moins intense, tout simplement varier les allures. Bah, quatrièmement, faire du renforcement musculaire pour la prévention des blessures. Donc imaginons que vous avez souvent des petites douleurs au niveau du mollet ou des ischio-jambiers ou n'importe où, bah, essayez de cibler ces endroits-là parce que c'est certainement dû à des faiblesses musculaires et le fait de les renforcer, ça va certainement diminuer ces petites tensions musculaires et par la suite, ça va vous permettre, d'être, plus fort. Et dernièrement, bah, voilà, cibler un objectif. Donc imaginons que vous vous dites: «OK, moi, en 2025, je veux faire le marathon, de Paris», se dire: «OK, j'ai X semaines pour arriver à cet objectif-là». Je dois décomposer, mon bloc d'entraînement en X semaines, X, cycles d'entraînement et en fonction de ça, bah, réfléchir à quel volume faire chaque semaine, que petit à petit le volume moyen, hebdomadaire soit de plus en plus élevé pour augmenter le potentiel. OK, bah, super, super clair, je te remercie beaucoup. C'est des conseils justement, ouais, que je prodigue, énormément, hein. C'est vrai que la progressivité, c'est l'une des vraiment des facteurs clés si on souhaite progresser sans se blesser. Donc ça, c'est vrai que c'était super important de le rappeler. Bon, bah, la préparation physique, évidemment et puis, l'entraînement en contrôle, hein, comme tu nous l'as expliqué. Je pense que c'est les erreurs les plus courantes donc, ben, un grand merci à toi pour tous ces conseils et maintenant, ça m'intéresserait de savoir un petit peu, bah, où est-ce qu'on va te retrouver et puis, quelle course tu nous prépares ici au Kenya précisément?
Bah, là, il me reste, 4 jours ici au Kenya. Ensuite, je vais rentrer en Belgique pour les fêtes, pour un peu profiter avec ma famille et cetera et je vais faire un 5 kilomètres, à Trèves en Allemagne le 31 décembre. Donc ça, ce sera pas du tout la bonne, fenêtre par rapport à mon retour d'altitude. Oui. C'est pour ça que je vais prendre, la course vraiment en mode entraînement, juste pour prendre du plaisir et travailler mon rythme, bah, plus rapide que l'allure, 10 kilomètres, pour ensuite être en forme, le 12 janvier à Valence sur le 10 kilomètres. OK. Et est-ce que tu as un objectif, précis en termes de chrono sur 10 kilomètres? Bah, sachant que mon record est de 28,51, j'espère juste faire mieux. Évidemment, dans un coin de ma tête, j'espère faire beaucoup mieux, mais voilà, il faut d'abord, y aller step by step. Donc si je fais mieux que mon record, c'est déjà bien, sachant que j'ai eu une année très compliquée. Mais Ouais. voilà, j'espère me rapprocher d'un chrono, bah, de 28-30 plus ou moins. OK, super, ouais, ça fait déjà des super chronos. Et à l'avenir, si voilà, comment tu te projettes dans ta carrière? Est-ce que tu aimerais plutôt augmenter la distance ou rester très compétitif sur du 5 et 10 kilomètres ou, pourquoi pas faire du semi ou du marathon, mais cette fois-ci de manière plus compétitive? Ouais, bah, en fait, j'aimerais d'abord vraiment faire des très, très bonnes performances sur 10 kilomètres et pourquoi pas aussi 10 000 mètres piste, avant de me spécifier sur les distances plus longues. J'ai déjà fait cette année, début d'année, au championnat de Belgique, le semi-marathon. J'ai fini, 7e seulement, 6e, je ne sais plus parce que le niveau était vraiment élevé et là, j'avais fait 1 h 3 42. Donc ça reste correct. Maintenant voilà, c'est très loin des meilleurs européens et voilà, pourquoi pas un jour faire dans les 61, voire mieux, ce serait top et je pense qu'automatiquement un jour je passerai sur marathon, mais je suis pas pressé, quoi. Je suis pas pressé. OK, OK, je vois. Il y a quand même une volonté de ta part de rallonger un petit peu les distances au fur et à mesure de l'âge et de la progression que tu auras sur les distances plus courtes, quoi. C'est ça, ouais. Bah, je pense qu'un peu tous les coureurs au final d'endurance, ils finissent, leur carrière soit par du trail ou du marathon. C'est rare qu'un athlète qui fait du 3000, 5000 ou 10 000 ne finisse pas sa carrière par du marathon. Donc voilà, on verra où l'avenir va me mener. OK. Et du coup, ton rêve le plus fou en course à pied, qu'est-ce que ce serait l'objectif vraiment que tu aimerais atteindre, avant la fin de ta carrière? Bah, ce serait de participer aux Jeux olympiques, ce serait vraiment exceptionnel. OK, sur quelle distance, en particulier? Bah, à la base, je pensais plutôt 3000 styles. Maintenant, voilà, vu que je suis un peu dans une période, incertaine par rapport à mes tendons d'Achille, je ne sais pas, donc on va voir, mais pourquoi pas une autre distance? Maintenant, c'est vrai que ça devient très, très compliqué. Je crois qu'il faut faire, 27 minutes, voire moins, si on veut, prétendre aller, aux Jeux olympiques. Donc c'est compliqué, quoi. On va voir. OK. Ouais, bah, justement, c'est une question que j'allais te poser par rapport aux 3000 steeples. Si jamais tu t'en sors au niveau du tendon, c'est ta distance de cœur, t'aimerais vraiment y retourner ou dans ta tête, tu as tiré une croix dessus, Non, j'aimerais y retourner. Maintenant, voilà, il faut voir un petit peu ce que ça donne au niveau du tendon. J'avais fait 8,24 en 2023. Cette année, en 2024, vu que j'avais des douleurs, j'ai pas su faire mieux que 8,34. J'ai fait que 2 voire 3 courses sur type, je ne sais plus exactement. Maintenant, voilà, mon objectif ultime, ce serait d'arriver aux 8 minutes 15, synonyme, des qualifications aux grands championnats mondiaux et ça, en fait, en Europe, on s'en rend compte qu'il y en a très peu qui y arrivent. Donc il y a beaucoup de personnes qui se qualifient au championnat grâce au ranking. Et maintenant, si on veut prétendre à un championnat, il faut faire, globalement moins de 8 minutes 20. OK, OK. Ouais, donc pour l'instant, tu te laisses un petit peu, porter sur la route, voir un peu comment ton tendon, réagit, mais on c'est possible de te retrouver quand même sur un 3000 steeple, quoi. C'est ça, ouais, c'est possible en 2025, on verra. OK, OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Clément. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Les personnes maintenant, je pense, ont pas mal de billes et de conseils et en plus de ça, bah, tu as pu nous présenter un petit peu, c'est ce qui m'intéressait, hein, la façon et l'histoire qui t'a permis d'arriver à ce niveau de performance, qui est quand même exceptionnel. Donc, bah, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu as accompli, tout le chemin parcouru et puis, bah, je te souhaite le meilleur en tout cas pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. C'est super gentil en tout cas pour l'invitation et j'espère que les auditeurs vont bien aimer ce partage.
Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère sincèrement que cet épisode, vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser, 5 étoiles, hein, sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Clément, hein, dans les commentaires aussi, et puis à partager un petit peu le podcast autour de vous. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon run, un bon courage et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. À bientôt.